Je m'appelle Chloé, j'ai 28 ans. Pour la plupart des gens, je suis une conseillère financière à Lyon, quelqu'un de pragmatique, qui vit dans un monde de chiffres et de prévisions. Mais ça, c'est ce que mon métier exige. Au fond de moi, dans mon cœur, je ne suis pas faite de chiffres, mais d'huile de moteur, de chrome rutilant et du son rauque d'un V8 qui s'éveille. Cette passion, je la dois à un seul homme, mon grand-père, Pépé Jean. Chaque samedi de mon enfance, son vieux pick-up Renault pétaradant s'arrêtait devant chez moi. J'enfilais ma salopette et je sautais à ses côtés. Le trajet jusqu'à son garage à la sortie de la ville était une symphonie de vibrations et d'odeurs de vieilles mécaniques. Pour les autres petites filles, le paradis était un magasin de poupées, pour moi, c'était ce garage. Un sanctuaire où le temps semblait s'être arrêté, rempli de trésors endormis sous des bâches poussiéreuses. Pépé Jean ne se contentait pas de réparer des voitures, il leur redonnait une âme. Une voiture, Chloé, ce n'est pas juste de la ferraille, me disait-il, ses mains calleuses sur les miennes pour me montrer comment régler un carburateur. C'est une histoire, une personnalité. Il faut l'écouter pour la comprendre. Et parmi toutes ces histoires, il y en avait une qui brillait plus que les autres. Une Corvette Stingray de 1969, rouge rallye. Elle était sa fierté, son chef-d'œuvre. Je me souviens de la première fois où il a soulevé la bâche. La lumière du néon a glissé sur ses courbes parfaites, agressives et élégantes à la fois. C'était plus qu'une voiture, c'était une sculpture, une promesse de liberté et de puissance. J'avais 7 ans, et ce jour-là, j'ai fait une promesse silencieuse. Un jour, j'en aurais une, exactement comme celle-là. Ce n'était pas un caprice d'enfant, c'était devenu le but de ma vie, mon étoile polaire. Pépé Jean est parti il y a quelques années, emportant avec lui les samedis magiques de mon enfance. Mais la promesse est restée. Après mes études, j'ai décroché ce poste exigeant dans la finance. Pendant que mes collègues parlaient de vacances aux Baléares ou du dernier sac à main à la mode, je parlais de taux d'intérêt et de plans d'épargne. Ma vie était une succession de journées de 12 heures, de repas frugaux et de sacrifices silencieux. 70 heures par semaine, pendant 5 ans. Chaque euro supplémentaire n'allait pas dans des vêtements ou des sorties, mais dans un compte bancaire que j'avais baptisé « Projet Corvette ». C'était ma discipline, mon obsession. Mes parents, Alain et Sylvie, n'ont jamais compris. Pour eux, ma passion était une anomalie, une lubie, pas très féminine. Ma mère soupirait chaque fois que je rentrais avec de la graisse sous les ongles. Pourquoi ne peux-tu pas t'intéresser à la décoration ou à la cuisine, comme toutes les jeunes femmes, disait-elle. Mon père, lui, se contentait de secouer la tête avec un air de déception lasse. Leur univers était à des années-lumière du mien. Leur univers, en revanche, tournait entièrement autour de ma sœur cadette, Manon. De 4 ans ma Benjamine, Manon était tout ce que je n'étais pas, délicate, coquette, et intéressée par, selon mes parents, les bonnes choses. Chaque désir de Manon était un ordre. Des cours de danse à 6 ans? Ils l'ont inscrite dans le studio le plus cher de la région. Une voiture neuve pour ses 18 ans? Ils ont contracté un crédit sans hésiter. Un appartement à Lyon pour ses études? Ils payaient le loyer et les factures. La disparité était flagrante, douloureuse. J'avais des vêtements de seconde main, elle avait des marques. J'ai eu un gâteau pour mes 16 ans, elle a eu une fête somptueuse avec 50 invités. J'ai financé mes études avec des prêts et 3 jobs étudiants, elle n'a jamais eu à travailler un seul jour. Je ne détestais pas ma sœur. Ce n'était pas de sa faute si elle était née sous une bonne étoile parentale. Mais le traitement de faveur constant avait créé un fossé entre nous, un sentiment d'injustice qui me rongeait de l'intérieur. J'étais la fille forte, l'indépendante, celle qui s'en sortira toujours. C'est ce qu'ils disaient pour justifier leur négligence. Ils ne voyaient pas que ma force n'était pas un don, mais une armure que j'avais dû forger moi-même à cause de leur indifférence. Et puis, il y a 6 mois, le jour est enfin arrivé. Après des recherches interminables, je l'ai trouvée. Une Corvette Stingray de 1969, rouge rallye, dans un état impeccable, chez un collectionneur en Alsace. Le prix, 85 000 €. Chaque centime de mes 5 années de sacrifice. Le jour où je l'ai ramenée à la maison, à Lyon, j'ai pleuré tout le long de l'autoroute. J'ai senti la présence de Pépé Jean à côté de moi, sur le siège passager.
On l'a fait, Pépé, ai-je murmuré. Cette voiture n'était pas un luxe. C'était le symbole de mon indépendance, un hommage à l'homme qui avait cru en moi, et la preuve tangible que mes rêves, aussi fous soient-ils, étaient valides. Elle était mon sanctuaire, mon bien le plus précieux. Je n'aurais jamais pu imaginer que ce lien sacré avec mon passé serait la cible de la plus cruelle des trahisons, une trahison orchestrée par ce que j'appelais « famille ». La vie semblait enfin me sourire. Ma Corvette dormait en sécurité dans mon garage loué à Lyon, et je la sortais uniquement les week-ends ensoleillés pour des balades le long des routes de la région. Mon petit ami, Léo, partageait ma passion. Nous nous étions rencontrés dans un rassemblement de voitures anciennes, et il comprenait ce que cette voiture représentait. Il était le seul, en dehors de Pépé Jean, à voir au-delà du métal et de la peinture. Et puis, un mardi après-midi, mon téléphone a sonné. C'était ma directrice. Chloé, dans mon bureau, immédiatement. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. On n'est jamais convoqué, immédiatement, pour de bonnes nouvelles. J'ai repensé à mes derniers dossiers, cherchant une erreur, une négligence. En entrant dans son bureau avec vue sur Fourvière, j'ai vu qu'elle avait un air inhabituellement sérieux. « Chloé, a-t-elle commencé, comment est votre niveau de préparation pour une mission à haute responsabilité ?» J'ai froncé les sourcils, surprise. « Je suis toujours prête, vous le savez. » Elle a souri. « Je le sais. Un de nos plus gros clients, un fonds d'investissement basé à Monaco, est en pleine restructuration. Ils ont besoin d'une équipe sur place pendant 3 semaines pour superviser l'audit. C'est un contrat crucial pour nous, et ils ont spécifiquement demandé quelqu'un de jeune, de dynamique, avec votre profil. J'ai pensé à vous pour diriger l'équipe. J'étais abasourdi. C'était l'opportunité d'une vie. Une promotion quasi assurée, une prime conséquente, et une reconnaissance professionnelle immense. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur. J'acceptais, bien sûr, ai-je répondu, essayant de contenir mon excitation. Parfait, a-t-elle conclu. Vous partez vendredi. 3 semaines. C'était long. Ma première pensée n'a pas été pour les préparatifs du voyage ou la complexité de la mission. Ma première pensée a été pour ma Corvette. Mon quartier à Lyon avait connu une petite vague de cambriolage de garage récemment. L'idée de laisser mon bijou sans surveillance pendant 3 semaines me rendait physiquement malade. Après avoir envisagé toutes les options des gardiennages professionnels hors de prix, le garage d'amis pas assez sécurisé, une seule solution me semblait viable, bien qu'elle me laissait un goût amer dans la bouche, le garage de mes parents à Villefranche-sur-Saône. C'était un quartier pavillonnaire tranquille, avec un faible taux de criminalité. Et malgré notre relation compliquée, je me disais qu'il ne laisserait jamais rien arriver à un objet d'une telle valeur. Quelle idiote j'ai été. Le jeudi soir, j'ai donc fait la route. En arrivant, la Corvette brillait sous le soleil couchant. Mon père tondait la pelouse et s'est arrêté, admiratif. « Elle est vraiment magnifique », a-t-il dit. « Ton grand-père serait fier. » C'était l'un des rares compliments qu'il m'ait jamais fait concernant ma passion, et cela m'a un peu réchauffé. J'ai expliqué la situation à mes parents. Ils ont immédiatement accepté. Bien sûr, ma chérie. Il y a plein de place dans le garage depuis que Manon a pris son appartement, a dit ma mère. Pendant le dîner, ma sœur nous a rejoints. Elle n'arrêtait pas de se plaindre de son travail, du stress, de son besoin désespéré de vacances. Toutes mes amies partent en Corse cet été, sur un yacht, a-t-elle soupiré de manière théâtrale. La vie est tellement injuste, je n'aurai jamais les moyens de faire ça. Ma mère la couvait du regard, pleine de compassion. On trouvera bien une solution, ma puce. Après le repas, alors que j'allais partir, Manon a demandé à voir la voiture. Nous sommes allés dans le garage. Elle tournait autour, l'air faussement admiratif. Elle tenait un verre de soda à la main. Et soudain, dans un geste prétendument maladroit, elle a trébuché et le contenu de son verre s'est renversé, éclaboussant le sol juste à côté de l'aile avant de la Corvette. Mon cœur a raté un battement. Heureusement, rien n'a touché la carrosserie. Oh, excuse-moi, je suis tellement gourde, a-t-elle dit en riant. Mais son regard disait autre chose. Puis, elle a ajouté, avec un clin d'œil qui se voulait humoristique, « Fais attention, Chloé. Une si belle voiture, ça peut vite disparaître. »
On pourrait la vendre pour une petite fortune et s'offrir des vacances de rêve. Elle riait, mais moi, je ne riais pas du tout. Ma mère, qui avait assisté à la scène, a juste souri. Ne sois pas si sérieuse, Chloé, elle plaisante. Mais ce n'était pas une plaisanterie. C'était un avertissement. Un ballon d'essai. En une seconde, toutes mes certitudes se sont effondrées. Le regard cupide de ma sœur, le sourire complice de ma mère, le silence passif de mon père. J'ai compris. Ils ne voyaient pas un héritage sentimental. Ils voyaient un chèque. Un tas de billets qui pourraient réaliser les caprices de leur fille préférée. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne pouvais pas leur faire confiance. J'ai appelé Léo, mon petit ami, et nous avons mis en place un plan audacieux, un plan qui allait tout changer. Le lendemain matin, avant de prendre la route pour l'aéroport, j'ai eu une conversation téléphonique avec Léo. Ma voix tremblait de rage et d'anxiété. Léo, je ne peux pas la laisser là-bas. Je ne peux pas. Le regard de Manon. C'était comme si elle la déshabillait du regard pour en estimer le prix. Léo, toujours calme et posé, a écouté attentivement. J'ai une idée, Chloé, a-t-il dit. C'est un peu fou, mais ça pourrait marcher. Tu te souviens de Marc, de notre club de voitures anciennes? Celui qui a passé des années à construire une réplique parfaite de la Stingray 69? Je m'en souvenais. La voiture de Marc était une prouesse technique, une copie si parfaite que seuls les numéros de série du châssis pouvaient la trahir. De l'extérieur, même un expert pouvait s'y tromper. Je suis sûr que je peux le convaincre de nous la prêter pour 3 semaines, a continué Léo. On paiera une assurance tout risque, on lui donnera une compensation. On va échanger les voitures. Ta vraie Corvette sera en sécurité, et on leur laissera le leur. Le plan était risqué. Et si mes parents s'en rendaient compte? Et si quelque chose arrivait à la voiture de Marc? C'est notre seule chance, ai-je dit, sentant une lueur d'espoir. Fais-le. Léo a passé la journée à négocier. Marc était hésitant, et je le comprends. Sa voiture était aussi le travail de sa vie. C'est ma pièce de collection, Léo, si quelque chose lui arrive. A-t-il dit. Léo a dû lui donner sa parole, et nous avons souscrit une assurance exorbitante pour couvrir la moindre égratignure. Finalement, il a accepté. Le vendredi, après avoir déposé mes valises à l'aéroport, j'ai appelé mes parents. Papa, juste pour te rappeler, s'il te plaît, démarre-la une fois par semaine, mais ne la conduis sous aucun prétexte. Et couvre-la bien. Il m'a répondu d'un ton presque vexé, ne t'inquiète pas, je sais comment m'occuper d'une voiture. Ces mots sonnaient creux, faux. Dès que mon avion a décollé, Léo a mis le plan à exécution. Il a récupéré la réplique chez Marc, puis a conduit jusqu'à la maison de mes parents. Il leur avait dit que je lui avais demandé de passer vérifier la pression des pneus, une excuse parfaitement plausible. Mes parents n'y ont vu que du feu. Ils l'ont laissé entrer dans le garage, sont retournés vaquer à leurs occupations, probablement soulagés de ne pas avoir à s'en occuper. En moins de 20 minutes, l'échange était fait. Léo est reparti avec ma précieuse Corvette, la vraie, qu'il a immédiatement conduite dans un box de stockage sécurisé et climatisé qu'il avait loué pour l'occasion. La réplique, brillante et identique, reposait maintenant sous la bâche dans le garage de mes parents. Honnêtement, à ce moment-là, une partie de moi se sentait coupable de leur mentir. Après tout, c'étaient mes parents. Mais une autre partie, celle qui avait vu le regard de Manon la veille, savait que je devais me protéger. C'était une question de survie, la survie de mon bien le plus cher, le dernier lien tangible avec Pépé Jean. Dites-moi dans les commentaires, si vous aviez été à ma place, avec tous ces signaux d'alerte, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pris le même risque ou leur auriez-vous fait confiance une dernière fois? Je suis curieuse de connaître votre avis. Les 3 semaines à Monaco ont été un tourbillon. J'étais plongée dans le travail du matin au soir, dirigeant mon équipe, analysant des bilans financiers complexes. C'était exaltant et épuisant. J'appelais mes parents de temps en temps. Tout va bien? Et la voiture, demandais-je. Mais oui, tout va bien, elle ne bouge pas, ne t'inquiète pas pour tes affaires, répondait ma mère d'un ton un peu trop détaché. Léo me rassurait de son côté, la vraie Corvette était en sécurité. Pourtant, un soir, vers la fin de mon séjour,
ma mère m'a envoyé un message étrange. On a une grosse surprise pour toi quand tu rentreras. Tu vas être contente pour ta sœur. Mon cœur s'est serré. Contente pour ma sœur? Ces mots, dans sa bouche, n'annonçaient jamais rien de bon pour moi. J'ai essayé d'en savoir plus, mais elle est restée vague, mystérieuse. J'ai pensé qu'ils avaient peut-être décidé de lui offrir un voyage, en puisant dans leurs propres économies. Je n'ai pas imaginé une seule seconde l'ampleur de la surprise qu'ils me réservaient. Je me concentrais sur ma mission, ignorant le mauvais pressentiment qui grandissait en moi. Le dernier jour, nous avons signé le contrat. C'était un succès total, un triomphe pour mon entreprise et pour moi. Ma directrice m'a annoncé ma promotion imminente au poste de vice-présidente. J'étais sur un nuage. J'avais hâte de rentrer, de célébrer avec Léo, et de faire une longue balade au volant de ma Corvette pour décompresser. Pendant que j'étais à des milliers de kilomètres, célébrant ma réussite, le piège se refermait, mais pas de la manière que mes parents l'imaginaient. Ils pensaient être les maîtres d'une machination parfaite, mais ils n'étaient que les pions de leur propre cupidité. Le vol de retour depuis Nice semblait interminable. J'étais impatiente, pleine d'une énergie nouvelle. La fatigue des 3 dernières semaines avait été balayée par l'euphorie du succès. J'imaginais déjà le week-end, le soleil sur la carrosserie rouge, le bruit du moteur résonnant dans les monts d'or, Léo à mes côtés. J'avais tout réussi, ma carrière décollait, j'avais un homme que j'aimais, et mon rêve de petite fille m'attendait sagement dans un garage. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais complète, invincible. J'ai atterri à Lyon-Saint-Exupéry en début d'après-midi. Le ciel était d'un bleu parfait. J'ai sauté dans un taxi, direction Villefranche. Chez mes parents, s'il vous plaît, ai-je dit au chauffeur, un grand sourire aux lèvres. Pendant le trajet, j'ai envoyé un message à Léo, j'arrive. On se retrouve chez eux pour l'échange. Hâte de retrouver mon bébé. Sa réponse a été instantanée, je suis en route. Félicitations encore, championne. Alors que le taxi tournait dans la rue de mon enfance, une vague de nostalgie m'a envahi. Les mêmes maisons, les mêmes jardins. Tout semblait paisible, immuable. Le chauffeur s'est engagé dans l'allée. Et c'est là que mon monde a commencé à basculer. La porte du garage était grande ouverte. J'ai vu la berline de mon père, le SUV de ma mère. Mais l'emplacement où ma Corvette aurait dû être, était vide. Un frisson glacial m'a parcouru. Peut-être qu'ils l'ont sorti pour la démarrer, me suis-je dit, tentant de me rassurer. J'ai payé le taxi et j'ai tiré ma valise jusqu'à la porte d'entrée. Mon cœur battait à tout rompre. Ma mère a ouvert avant même que j'aie pu sonner, m'accueillant avec une étreinte fausse et surjouée. Ma chérie. Bienvenue à la maison. Alors, ce voyage? Ça s'est bien passé, ai-je répondu d'une voix blanche, mes yeux balayant l'intérieur de la maison, cherchant un indice. Maman, où est la voiture? Une expression étrange a traversé son visage. Un mélange de nervosité et de triomphe. Elle n'a pas répondu, me faisant signe d'entrer. Mon père était assis dans son fauteuil, lisant le journal. Il a levé les yeux, un sourire contraint sur les lèvres. Chloé. Te voilà de retour. Papa, où est ma Corvette, ai-je demandé, plus fermement cette fois. Le nœud dans mon estomac se resserrait au point de me faire mal. Mon père a tout sauté, jetant un regard fuyant à ma mère. Elle, pendant ce temps, s'affairait à disposer des biscuits sur une assiette, comme si de rien n'était. C'était surréaliste. Eh bien, écoute, ma puce, a commencé mon père d'une voix qu'il voulait apaisante. Il s'est passé quelque chose pendant que tu n'étais pas là. Une opportunité pour Manon. Je le fixais, sans comprendre. Qu'est-ce que Manon vient faire là-dedans? Où est ma voiture, ai-je articulé, chaque mot pesant une tonne. C'est là que ma mère s'est retournée. Le menton haut, le regard dur, cette expression qu'elle prenait toujours quand elle s'apprêtait à défendre l'indéfendable. Grâce à ta voiture, a-t-elle dit avec un petit rire, un ricanement qui me glace encore le sang, notre fille, ta sœur, est en train de passer les meilleurs moments de sa vie. Elle a sorti son téléphone et me l'a tendu. L'écran affichait le profil Instagram de Manon. Une photo d'elle, posant sur le pont d'un yacht immense, un cocktail à la main, des lunettes de soleil de créateur sur le nez.
En arrière-plan, les eaux turquoises d'une crique corse. La légende disait, la vie de rêve. Merci aux meilleurs parents du monde. Les pièces du puzzle se sont assemblées dans mon esprit avec une clarté horrifiante. Le besoin de vacances de Manon. La surprise. L'emplacement vide dans le garage. Le ricanement de ma mère. Vous l'avez vendu? Le souffle m'a manqué. Les mots sont sortis comme un murmure étranglé. Allons, Chloé, sois raisonnable, a tenté mon père. Elle était si malheureuse, si stressée. Tous ses amis partaient. Ça l'aurait anéanti d'être laissée derrière. Alors vous avez vendu ma voiture, ai-je hurlé cette fois, la voix brisée par l'incrédulité. Tu gagnes bien ta vie, tu peux en acheter une autre, a rétorqué ma mère, dédaigneuse. Manon avait besoin de ça. C'était une occasion de rencontrer des gens importants, de développer son réseau. C'est un investissement pour son avenir. Le monde s'est écroulé sous mes pieds. Ils n'avaient pas seulement vendu ma voiture. Ils avaient vendu mon travail, mes sacrifices, mes rêves, le souvenir de mon grand-père. Pour un caprice. Pour des photos sur Instagram. Mais au milieu de la rage, au milieu du chagrin qui menaçait de me submerger, un souvenir a refait surface, le visage de Léo, le garage de Marc, le plan. Et un rire nerveux, presque hystérique, m'a échappé. Il n'avait aucune idée de l'erreur monumentale qu'il venait de commettre. Mon rire a éclaté dans le silence pesant du salon. Ce n'était pas un rire de joie, mais un rire de pure incrédulité, un rire au bord de la folie. Un son qui évacuait toute la tension, toute la douleur accumulée. Je riais aux larmes, incapable de m'arrêter. Le visage de ma mère s'est tordu de confusion, puis d'agacement. Son ricanement triomphant avait disparu, remplacé par une incompréhension totale. Qu'est-ce qui est si drôle, a-t-elle lancé d'un ton sec, presque agressif. Le bonheur de ta sœur te fait rire? Je savais que tu étais égoïste, mais à ce point. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de reprendre le contrôle. J'ai essuyé les larmes qui coulaient sur mes joues. Le bonheur de ma sœur? Non, ce n'est pas ça qui est drôle. J'ai planté mon regard dans le sien, puis dans celui de mon père, qui semblait de plus en plus mal à l'aise. Ce qui est drôle, maman, ce qui est absolument hilarant, c'est que vous avez volé et vendu une voiture qui ne m'appartient même pas. Le silence. Un silence si total que j'aurais pu entendre une mouche voler. Mes parents m'ont regardé comme si j'avais perdu la raison. De quoi tu parles, a balbutié mon père. On t'a vu la garer ici. C'était bien ta voiture. C'est à ce moment-là que la sonnette a retenti. J'ai souri. C'est Léo. Je crois qu'il est temps de mettre tout le monde au courant. Je suis allée ouvrir. Léo était sur le pas de la porte, l'air inquiet. En voyant mon visage, il a tout de suite compris que le pire était arrivé. Ils l'ont fait, n'est-ce pas, a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête. Fait quoi, a-t-il demandé. Vendu la voiture. Je l'ai fait entrer. Mes parents le regardaient, de plus en plus perdus. Maman, papa, vous vous souvenez de Léo, n'est-ce pas? Ils ont acquiescé, méfiants. Bien, ai-je continué, savourant chaque seconde de leur confusion. La voiture que vous avez si généreusement offerte à un inconnu pour financer les vacances de Manon, ce n'était pas ma Corvette Stingray de 1969. C'était une réplique. Une copie parfaite qui appartient à un ami de Léo, membre de notre club de voitures anciennes. J'ai détaillé le plan, l'échange secret, l'assurance exorbitante que nous avions dû prendre. J'ai expliqué que la voiture qu'ils avaient vendue pour 50 000 € en valait à peine 30 000. Et surtout, qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre. Le sang a quitté le visage de mes parents. Ma mère s'est affalée sur une chaise, la main sur la bouche. Mon père était livide, ses yeux passant de moi à Léo, comme s'il cherchait une faille dans mon récit. Mais, elle était identique, a-t-il réussi à articuler. C'était le but, a dit Léo, sa voix froide et dure comme de l'acier. De l'extérieur, elles sont jumelles. Mais sous le capot, l'une est un trésor historique, une pièce de collection inestimable. L'autre est une excellente copie moderne. Et c'est cette copie que vous avez vendue. Illégalement. Oh mon Dieu, a gémi ma mère. Qu'est-ce qu'on a fait?
Vous avez commis plusieurs crimes, ai-je dit, sans la moindre pitié. Vous avez vendu un bien qui ne vous appartenait pas. Vous avez falsifié ma signature sur l'acte de vente, n'est-ce pas? Car je suppose que vous avez dû signer quelque chose. Ils n'ont pas répondu, mais leur silence était un aveu. C'est ce qu'on appelle un vol qualifié, une escroquerie et un faux et usage de faux, a poursuivi Léo, implacable. En France, le vol d'un véhicule est passible de plusieurs années de prison. Ajoutez à cela l'escroquerie. La peine peut monter jusqu'à 15 ans. Ma mère a éclaté en sanglots. Des sanglots bruyants, théâtraux. Le genre de larmes qu'elle utilisait pour me faire culpabiliser quand j'étais enfant. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionnait plus. Mon cœur était de pierre. Mais comment on pouvait savoir, a-t-elle pleuré. C'est toi qui nous as trompés. Je ne vous ai pas trompé, ai-je rétorqué, ma voix glaciale. Je me suis protégée. Je me suis protégée de ma propre famille. Et visiblement, j'ai eu raison. J'ai fait confiance à Léo parce que je savais, au fond de moi, que je ne pouvais pas vous faire confiance. La preuve. C'est à ce moment-là que mon téléphone s'est mis à sonner. Un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché, mettant le haut-parleur. Allô, Madame Chloé Martin, a dit une voix d'homme, posée mais ferme. C'est moi-même. Ici Monsieur Dubois. J'ai récemment fait l'acquisition d'une Corvette Stingray auprès de vos parents. Je vous appelle car il y a un sérieux problème avec les papiers du véhicule. Le numéro de série ne correspond pas et le transfert de propriété est bloqué. Leur monde venait de basculer. Ils n'étaient plus les maîtres du jeu, mais des criminels pris au piège. Et l'acheteur, leur victime, était au téléphone, prêt à faire éclater la bombe qu'ils avaient eux-mêmes amorcée. Le silence dans la pièce était assourdissant, seulement brisé par la voix de Monsieur Dubois au téléphone et les sanglots étouffés de ma mère. J'ai vu la panique pure dans les yeux de mon père. Son assurance habituelle avait volé en éclats, laissant place à un homme âgé et terrifié. J'ai repris mon calme, agissant avec une froideur que je ne me connaissais pas. Monsieur Dubois, ai-je dit dans le combiné, je vous remercie de votre appel. Il semble en effet y avoir eu un énorme malentendu. Je suis en pleine discussion avec mes parents à ce sujet. Pourriez-vous m'accorder une heure? Je vous rappelle dès que j'ai éclairci la situation. Il a accepté, non sans une pointe d'impatience dans la voix, et j'ai raccroché. Je me suis tournée vers mes parents. C'était votre acheteur. Comme vous l'avez entendu, il a déjà des doutes. Nous avons très peu de temps avant qu'il ne décide d'aller voir la police. Chloé, s'il te plaît, a supplié mon père, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Aide-nous. On ne peut pas aller en prison. On ne savait pas. L'ignorance n'est pas une excuse devant la loi, a coupé Léo. Et le fait que vous pensiez voler votre propre fille plutôt qu'un inconnu n'est pas vraiment une circonstance atténuante. La porte de ma rationalité, de ma pitié, s'était fermée. Tout ce que je ressentais, c'était le froid de la trahison. Vous vouliez aider Manon, n'est-ce pas? Vous avez agi par amour familial. Et bien maintenant, c'est à votre tour de réparer les torts que vous avez causés. Pas à moi, mais à la personne que vous avez réellement volée, l'ami de Léo. Pendant que Léo leur expliquait les détails techniques et les risques légaux, ma mère a fait ce qu'elle faisait de mieux quand elle était acculée, elle a cherché des alliés. J'ai vu son téléphone s'allumer, ses doigts tapant frénétiquement un message. Quelques minutes plus tard, mon propre téléphone a vibré. C'était un message de ma tante Isabelle, la sœur de ma mère. Ta mère m'a tout dit. Je n'arrive pas à croire que tu menaces tes propres parents de prison pour une voiture. Quelle honte! Après tout ce qu'ils ont fait pour toi. La rage est montée en moi, une vague écarlate. Avant que j'aie pu répondre, mon téléphone sonnait. Tante Isabelle. J'ai décroché. Chloé, a-t-elle commencé sans préambule. Qu'est-ce que j'apprends? Tu fais un drame pareil pour un tas de ferraille? Tes parents ont voulu aider ta sœur qui est fragile et en pleine dépression, et toi, avec tout ton argent, tu veux les envoyer derrière les barreaux? Mais quel genre de fille es-tu? Sa voix était stridente, accusatrice. Elle ne savait rien de la situation, rien de la réplique, rien des sacrifices que j'avais faits. Elle ne voyait que la version de ma mère, la pauvre Manon fragile, et la méchante Chloé égoïste. Tante Isabelle,
ai-je répondu d'une voix que je forçais à rester calme, avec tout le respect que je te dois, tu ne connais pas toute l'histoire. Ils n'ont pas vendu ma voiture. Ils ont vendu la voiture d'un inconnu. C'est du vol. Et Manon n'est pas en dépression, elle est en train de siroter des cocktails sur un yacht payé avec de l'argent volé. La famille, c'est la famille, a-t-elle crié. On se soutient. Tu as toujours été trop dure, trop indépendante. Ça ne t'aurait pas tué de laisser ça à ta sœur. J'ai raccroché. Je tremblais de colère. Ils étaient déjà en train de monter la famille contre moi, de me peindre comme le monstre de l'histoire. Submergée, j'ai cherché un soutien, une ancre. J'ai appelé mon grand-oncle, le frère de Pépé Jean. Il avait toujours été juste et bon avec moi. Je lui ai tout expliqué, ma voix se brisant parfois. À l'autre bout du fil, il y a eu un long silence. Puis, il a dit, d'une voix grave et pleine de colère contenue, « Ils ont fait quoi ? Mon Dieu ! Chloé, ce qu'ils ont fait est impardonnable. Pépé Jean serait dévasté. Ne laisse personne te faire croire que tu es en tort. Le droit et la morale sont de ton côté. Tu as tout mon soutien. » Ces mots ont été un baume sur mon cœur blessé. Ils m'ont donné la force de continuer. La bataille ne faisait que commencer, et elle ne se jouerait pas seulement avec l'acheteur ou la justice, mais au cœur même de notre famille, désormais fracturée. Je suis retournée dans le salon, le visage dur. Léo était en train de faire la liste de ce dont nous avions besoin, les coordonnées de l'acheteur, une copie de l'acte de vente frauduleux. Mes parents, vaincus, s'exécutaient en silence. Le jeu avait changé de règles. Et maintenant, c'est moi qui les fixais. Le lendemain, l'air était lourd d'une tension palpable. Mes parents avaient passé la nuit à chercher les papiers, leurs visages tirés et cernés trahissant une nuit sans sommeil. Ils me les ont tendus avec des mains tremblantes, un petit dossier contenant l'acte de vente et les coordonnées de Monsieur Dubois. En examinant les documents avec Léo, la situation s'est avérée encore pire que prévu. Ils avaient non seulement imité ma signature, mais aussi inventé un numéro de série de véhicule, probablement en relevant un au hasard sur Internet. C'était un travail d'amateur, une fraude si grossière qu'elle en devenait pathétique. C'est un désastre, a murmuré Léo. Ces documents sont des faux flagrants. N'importe quelle préfecture s'en serait rendu compte. On ne connaît rien à tout ça, nous, s'est défendue ma mère. On voulait juste que la vente se fasse vite, avant que tu ne rentres. Sa phrase, suspendue dans l'air, était un aveu terrible. Ils avaient délibérément agi dans mon dos, en espérant me mettre devant le fait accompli. Il n'y avait pas de temps à perdre. J'ai pris le téléphone et j'ai rappelé Monsieur Dubois. D'une voix professionnelle, je lui ai expliqué qu'il y avait eu une grave erreur familiale et que je souhaitais le rencontrer en personne, avec mon compagnon, pour tout clarifier et lui proposer une solution. Il s'est montré méfiant, mais a accepté un rendez-vous le jour même dans un café à mi-chemin, près de Dijon. Le trajet en voiture avec Léo s'est fait en silence. J'étais épuisée, vidée. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Nous nous sommes assis à une table du café, attendant. Monsieur Dubois est arrivé à l'heure. C'était un homme d'une 60aine d'années, élégant, avec un regard perçant de connaisseur. Il n'était clairement pas du genre à se laisser berner. Je lui ai raconté toute l'histoire, sans rien omettre. La passion héritée de mon grand-père, les sacrifices, la trahison de mes parents, le plan de l'échange de voitures. Je lui ai montré les photos de ma vraie Corvette, et les papiers en règle. Plus je parlais, plus son visage se durcissait. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux pendant un long moment, tapotant la table avec ses doigts. Puis, il a parlé, sa voix était calme, mais glaciale. « Madame, si je comprends bien, non seulement j'ai acheté une voiture qui n'est pas celle que je pensais, mais en plus, j'ai acheté une voiture volée, avec des documents falsifiés. Je suis actuellement en possession d'un bien acquis frauduleusement. Savez-vous ce que cela signifie ? Cela signifie que je suis, à mon insu, complice d'un délit. » Mon sang s'est glacé. Je n'avais pas envisagé les choses sous cet angle. Mon intention, a-t-il continué, était d'appeler la gendarmerie ce matin. Mon avocat me l'a fortement conseillé. Une plainte pour escroquerie, vol et recel. Cela aurait des conséquences désastreuses pour vos parents,
mais aussi pour vous et votre ami, car vous seriez tous impliqués dans cette affaire sordide. Léo a pris la parole. Monsieur Dubois, nous comprenons parfaitement votre colère. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous voulons réparer cette erreur de la manière la plus propre et la plus rapide possible. Nous sommes prêts à vous rembourser intégralement les 50 000 € que vous avez versés. Immédiatement. Monsieur Dubois a eu un petit rire sans joie. Immédiatement? Et le temps que j'ai perdu? Les frais d'assurance que j'ai déjà engagés? Le risque que j'ai pris pour ma réputation? Je suis un collectionneur connu. Si cette histoire s'ébruite, je passe pour un amateur qui achète des voitures volées. C'est inacceptable. La situation nous échappait. Il avait le pouvoir de détruire ma famille. C'est là que Léo a joué sa dernière carte. Monsieur, je suis membre du club des belles anciennes de la région. Je connais votre nom, et je sais que votre réputation est impeccable. C'est justement pour la préserver que nous devons régler ça entre nous. Si cela va à la police, les journaux locaux pourraient s'en emparer. Scandale dans le monde des collectionneurs. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Léo a ensuite appelé le président de notre club, un homme très respecté que Monsieur Dubois connaissait personnellement. L'appel a duré 10 minutes. 10 longues minutes pendant lesquelles mon avenir et celui de mes parents étaient en jeu. Quand Léo a raccroché, l'atmosphère avait légèrement changé. Monsieur Dubois semblait moins hostile. D'accord, a-t-il dit. Je veux bien éviter un scandale public. Mais cela a un prix. Je veux mes 50 000 € d'ici 48 heures. Et je veux une compensation de 7 500 € pour le préjudice subi, le risque encouru et le temps perdu. C'est non négociable. Dès que l'argent sera sur mon compte, je vous rends la voiture. Sinon, je dépose plainte. Nous avons accepté. C'était exorbitant, mais nous n'avions pas le choix. Nous avions évité la prison pour l'instant, mais maintenant venait la partie la plus difficile, trouver 57 500 € en moins de 2 jours. Et tous les regards se sont tournés vers mes parents et ma sœur, qui profitaient encore sans doute du soleil de la Corse, ignorant tout du cataclysme qu'elle avait provoqué. Le retour à la maison de mes parents s'est fait dans une ambiance funèbre. J'ai exposé les termes de l'accord avec Monsieur Dubois. Le chiffre 57 500 € a résonné dans le salon comme un coup de tonnerre. 57 500, a répété ma mère, le visage décomposé. Mais, où veux-tu qu'on trouve une telle somme? C'est impossible. Impossible n'est pas une option, ai-je répondu froidement. L'autre option, c'est la prison. Vous avez 48 heures pour trouver cet argent. Vendez vos placements, faites un prêt sur la maison, demandez à vos amis. Je m'en fiche. Ce n'est plus mon problème. Vous avez créé ce désastre, à vous de le nettoyer. Mon père, blême, a secoué la tête. Nous n'avons pas autant de liquidités. Et avec la rénovation de la cuisine, le prêt sur la maison ne couvrira jamais tout. C'est là que j'ai sorti mon téléphone. J'ai cherché le numéro de Manon. Qu'est-ce que tu fais? A demandé ma mère, paniquée. Je fais ce que vous auriez dû faire depuis des années, ai-je dit. Je la mets face à ses responsabilités. J'ai appelé Manon. Elle a décroché, sa voix enjouée, avec un fond de musique et de rire. Allô, Chloé? C'est bizarre que tu m'appelles. Tout va bien? Non, Manon, rien ne va, ai-je dit, ma voix tranchante comme une lame. Ta croisière de luxe est terminée. Je veux que tu sois dans le premier avion pour Lyon demain matin. Quoi? Mais tu es folle. La croisière se termine dans une semaine. Je ne peux pas partir comme ça. Tu vas partir. Parce que maman et papa ont commis un crime pour te payer tes vacances. Ils ont volé une voiture et ils risquent la prison. Alors tu vas rentrer, vider ton compte en banque, et participer au remboursement. C'est clair? Il y a eu un silence choqué à l'autre bout du fil, puis elle a commencé à pleurer. Des larmes de frustration, pas de remords. Mais elle a compris que la fête était finie. Le lendemain, la réunion de famille a été l'une des scènes les plus laides auxquelles j'ai jamais assisté. Manon, les yeux bouffis, alternait entre crises de larmes et crises de colère. Ce n'est pas juste. Je ne leur ai pas demandé de vendre une voiture. Pourquoi c'est à moi de payer?
Tu n'as pas demandé, non, ai-je rétorqué. Tu as pleurniché, tu t'es plainte, tu as manipulé nos parents en leur faisant croire que tu étais au bord de la dépression si tu n'avais pas tes vacances de princesse. Tu as 24 ans. Il est temps d'assumer les conséquences de tes caprices. Vous savez, voir le visage de ma mère quand j'ai mentionné qu'elle devrait vendre ses bijoux de famille, ceux qu'elle avait hérités de sa propre mère et qu'elle exhibait à chaque occasion, ou celui de ma sœur quand elle a réalisé que ces 10 000 € d'économie allaient disparaître, ce n'était pas de la joie que je ressentais. C'était une triste justice. C'était le prix à payer pour avoir brisé une confiance sacrée, pour avoir bafoué des années de mon travail. Après des heures de cris, de larmes et d'accusations, un plan a été élaboré. Mes parents contracteraient le prêt maximum sur leur maison, 40 000 €. Manon transférerait ses 10 000 € d'économie. Ma mère vendrait sa collection de bijoux. Un joaillier contacté en urgence en a estimé la valeur à environ 8 000 €, juste assez pour compléter la somme. Et enfin, ma condition, non négociable, supervisée par Léo, ils devraient tous les trois, mon père, ma mère et Manon, co-signer une lettre d'excuse officielle et notariée. Une lettre dans laquelle ils reconnaîtraient leurs torts, le vol, la manipulation, et s'engageraient par écrit à ne plus jamais, sous aucun prétexte, prendre une décision concernant mes biens ou ma vie. Ils ont protesté contre la lettre. C'est humiliant, a dit ma mère. Pas aussi humiliant qu'un casier judiciaire, a répondu Léo. Ils ont cédé. La course contre la montre a commencé. Mon père a passé la journée à la banque. Ma mère est allée, le cœur lourd, chez le joaillier. Manon a fait le virement, le visage fermé. En 36 heures, les 57 500 € étaient réunis sur un compte. J'ai fait le transfert à Monsieur Dubois. Il a confirmé la réception et nous a donné l'adresse où nous pourrions récupérer la voiture. L'argent pouvait peut-être être remboursé, mais la confiance, elle, était en 1000 morceaux. La thérapie de famille que nous avons entamée la semaine suivante, sur l'insistance de Léo et de mon grand-oncle, a été la plus explosive de notre vie, révélant des décennies de dysfonctionnement et de favoritisme. Un mois plus tard, la crise immédiate était passée. L'argent avait été remboursé, la voiture de l'ami de Léo avait été récupérée, heureusement sans une égratignure. La plainte de Monsieur Dubois avait été évitée. La tempête était passée, mais elle laissait derrière elle un paysage de désolation émotionnelle. Nos relations familiales étaient en ruine. Sur les conseils de mon grand-oncle, nous avions commencé une thérapie familiale. La première séance fut un désastre. Manon m'accusait d'avoir ruiné sa vie, ma mère se posait en victime, et mon père restait muré dans son silence habituel. J'ai failli tout abandonner. C'est le thérapeute qui nous a convaincus de persévérer. Ces dynamiques, a-t-il dit, ne se sont pas construites en un jour. Il faudra du temps pour les déconstruire. Un soir, mes parents m'ont invité à dîner. Seul. Sans Manon, sans Léo. J'y suis allée à contre-cœur, me préparant à un autre round d'accusations ou de justifications. Mais l'atmosphère était différente. Pesante, mais différente. Nous avons mangé en silence pendant un long moment. Puis, mon père, qui ne m'avait jamais vraiment parlé de mes passions, a pris la parole. Sa voix était basse, presque timide. J'ai regardé des documentaires sur les voitures anciennes, a-t-il commencé. Pour essayer de comprendre ce que ton grand-père t'a transmis. Je suis désolée de n'avoir jamais montré d'intérêt avant. Je pensais que c'était juste un hobby. Je n'avais pas compris que c'était une partie de toi. J'étais tellement surprise que je n'ai pas su quoi répondre. C'était la première fois de ma vie qu'il essayait de pénétrer mon monde. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Ensuite, ce fut le tour de ma mère. Elle n'a pas pleuré cette fois. Son visage était grave. Le thérapeute m'a fait réaliser beaucoup de choses, a-t-elle dit. J'ai toujours pensé que je vous aimais de la même manière. Mais je me trompais. Je t'ai toujours vue comme la forte. Alors je te laissais te débrouiller, je ne m'inquiétais pas pour toi. Et j'ai couvé Manon, j'ai voulu la protéger de tout. En faisant ça, je ne vous ai rendu service à aucune des deux. Je t'ai privé de mon soutien, et je l'ai privée de la chance de devenir forte par elle-même. Ce que nous avons fait avec la voiture, c'était l'aboutissement de 20 ans d'erreur. Je ne te demande pas de nous pardonner maintenant.
Je te demande juste si, un jour, tu penses que ce sera possible. Son discours était sincère. Pour la première fois, elle ne se justifiait pas. Elle expliquait. Elle reconnaissait sa part de responsabilité. La carapace de glace autour de mon cœur a commencé à se fissurer. Je ne sais pas, maman, ai-je répondu honnêtement. Le pardon, c'est un chemin. Je crois que j'ai envie de commencer à marcher dessus. Mais la route sera longue. La relation avec Manon était la plus compliquée. Elle avait été forcée de prendre un deuxième emploi le soir pour reconstituer ses économies. Elle était amère, en colère. Elle m'en voulait de l'avoir privée de son confort. Lors d'une séance de thérapie particulièrement houleuse, elle m'a crié « Tu as toujours été jalouse de moi parce que papa et maman m'aimaient plus. » Non, Manon, ai-je répondu, plus triste qu'en colère. Je n'ai jamais été jalouse de toi. J'ai été triste pour moi. Triste qu'ils ne voient pas que j'avais besoin d'eux aussi. Ce qu'ils te donnaient, ce n'était pas de l'amour, c'était une béquille. Et maintenant, tu dois apprendre à marcher sans. C'est dur, mais c'est comme ça que tu deviendras une adulte. Ces conversations étaient difficiles, épuisantes. Chaque mot était comme déterrer des années de ressentiment et de non-dit. Il y avait des jours où je voulais tout laisser tomber, couper les ponts et ne plus jamais regarder en arrière. Mais la petite voix de Pépé Jean résonnait en moi, même un moteur rouillé peut être sauvé, Chloé, si on est patient et qu'on y met du cœur. Ce soir-là, en rentrant de chez mes parents, j'ai compris que pardonner ne signifiait pas effacer le passé ou excuser l'inexcusable. Cela signifiait accepter que ma famille était imparfaite, brisée, mais qu'il y avait peut-être une chance, infime, de reconstruire quelque chose sur les ruines. Cela signifiait choisir de voir une lueur d'espoir, même faible, dans l'obscurité. Le samedi suivant, le soleil brillait sur Lyon. C'était le genre de journée parfaite que j'attendais autrefois avec une impatience fébrile. J'ai ouvert la porte du box de stockage. Ma Corvette était là. La vraie. Intacte, magnifique, rouge comme un cœur battant. J'ai passé la main sur son capot froid. Pendant des semaines, je n'avais pas pu la regarder sans ressentir une bouffée de colère et de trahison. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. J'ai glissé la clé dans le contact. Le V8 s'est ébroué avec son rugissement familier, une musique profonde et puissante qui a fait vibrer tout mon être. J'ai pris la route, sans destination précise, longeant les quais de Saône, puis montant vers les collines. Le vent dans mes cheveux, le soleil sur mon visage, le bruit du moteur comme une promesse. En conduisant, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. Cette voiture, ce rêve de petite fille, avait failli me détruire. Mais elle m'avait aussi sauvée. Elle avait agi comme un révélateur, un catalyseur qui avait fait exploser les mensonges et les dynamiques toxiques qui empoisonnaient ma famille depuis des années. La crise qu'elle avait provoquée était une épreuve douloureuse, mais nécessaire. Un électrochoc. Elle n'était plus seulement le souvenir de Pépé Jean. Elle était devenue autre chose. Elle était le symbole de ma résilience. Le témoignage de ma force, pas celle que mes parents projetaient sur moi pour justifier leur négligence, mais ma vraie force intérieure. Celle qui m'avait permis de travailler sans relâche pour réaliser mon rêve, et celle qui m'avait donné le courage de fixer des limites, de dire « non, ça suffit », même à ceux que j'étais censée aimer inconditionnellement. J'ai compris une leçon fondamentale durant cette épreuve. Se défendre, défendre ce qui est important pour nous, ce n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte d'amour-propre. Et c'est seulement en s'aimant et en se respectant soi-même que l'on peut enseigner aux autres comment nous respecter. Établir des limites claires, ce n'est pas construire des murs pour exclure les gens. C'est construire des fondations saines sur lesquelles une relation honnête et équilibrée peut, peut-être, un jour, se reconstruire. Notre chemin familial est loin d'être terminé. La thérapie continue. Il y a des hauts et des bas. Parfois, les vieilles habitudes reviennent, une remarque déplacée de ma mère, une plainte de Manon. Mais maintenant, les choses sont dites. Les abcès sont crevés. Mon père m'appelle parfois juste pour me demander sur quel projet de restauration je fantasme. Ma mère m'envoie des photos de plats qu'elle a cuisinés, une façon maladroite de me montrer son affection. Manon m'a récemment demandé des conseils pour son budget. Ce sont de petits pas, fragiles, mais ce sont des pas dans la bonne direction.
Cette Corvette rouge représente toujours mon lien avec le passé, avec mon grand-père adoré. Mais aujourd'hui, elle représente aussi mon avenir. Un avenir où je ne laisserai plus personne dévaloriser mes passions, minimiser mes sentiments ou franchir les limites que j'ai mis tant de temps et de douleur à définir. Elle est le symbole de ma liberté, non seulement sur la route, mais dans la vie. Cette histoire, je voulais la partager avec vous, pas pour exposer ma famille, mais parce que je sais que beaucoup d'entre nous luttent avec des dynamiques familiales compliquées, avec le sentiment de ne pas être vus ou respectés pour qui nous sommes. Avez-vous déjà dû vous opposer à des membres de votre famille qui ont franchi vos limites? Comment avez-vous réussi à les tenir pour responsables tout en essayant de maintenir une relation? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous, vos histoires peuvent aider tellement de monde à se sentir moins seul. Et bien sûr, si mon témoignage a résonné en vous, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir mon travail et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines histoires. Chaque interaction m'aide énormément. N'oubliez jamais, établir des limites n'est pas égoïste. C'est un acte de survie et une condition nécessaire pour des relations saines et épanouies. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous.